Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous dans cette première visite guidée immersive de Compiègne. Une vidéo pour l'instant en 3 parties, avant une version intégrale plus aboutie que vous découvrirez dans quelques semaines. L'objectif de cette promenade est de vous montrer cet élément majeur du patrimoine compiègnois, le château. À moins que pour vous ce ne soit le palais. Les deux termes en tout cas sont valables et vous comprendrez au fil des époques à quel moment il a été l'un ou l'autre. Grâce à ce procédé de reconstitution, il est possible d'observer bien plus de détails tout en ayant une meilleure compréhension de ce qui nous entoure aujourd'hui. Et pour réussir ce voyage dans l'histoire de cet emblème compiègnois, il était indispensable de revenir à ses origines et de retracer 5 siècles d'évolution que je vous ai répartis en une trentaine d'étapes. Compiègne est une des villes préférées des rois de France, et ce depuis les premiers descendants de Clovis, il y a bientôt 1500 ans. Deux raisons majeures expliquent son origine et sa prospérité, à savoir l'Oise et la forêt. La rivière est un enjeu politique en tant que frontière naturelle entre l'Île-de-France et la Picardie. Et sur le plan religieux, elle sépare les diocèses de Beauvais et de Soissons. C'est aussi une voie commerciale navigable au point de convergence entre l'Oise et l'Aisne. Nous sommes ici au carrefour de la Normandie, de la Champagne, de l'Île-de-France et des Flandres. La traditionnelle foire de mi-carême, qui s'étend autour de l'abbaye Saint-Corneille, rassemble des marchands de tous les horizons et a largement contribué à l'essor économique de la ville. La forêt, source de bois et de gibier importante, est entrée sous la protection des rois depuis les Mérovingiens pour leur usage jusqu'à la Révolution. De tout temps, la monarchie française a trouvé à Compiègne un lieu de repos et de réception, tant pour les grandes assemblées politiques, comme les États généraux en 1358, religieuses, comme la venue de papes ou encore d'évêques, ou bien des monarques étrangers ou des ambassades. Voilà pourquoi il y a toujours eu une résidence royale ou impériale à Compiègne, depuis Clotaire Ier au VIe siècle jusqu'à Napoléon III il y a 150 ans. Au XIIIe siècle, Saint-Louis décide de démembrer le château qui gardait le pont de Compiègne au profit de l'hôtel-dieu Saint-Nicolas des frères dominicains. La demeure royale est alors fixée à 3 km de là, en lisière de forêt, au hameau de Lanneuville-aux-Bois. Ce château est en fait une simple résidence de chasse, mais le faubourg prend cependant le nom de Royal Lieu. La bâtisse, qui existe encore aujourd'hui dans le parc de Bézères, est un vestige de l'ancienne abbaye de Royalieu qui avait fusionné avec le château après le siège de 1430. En pleine guerre de Cent Ans, après avoir échappé de peu à un enlèvement en forêt, Charles V opte pour plus de sécurité, avec une résidence cette fois protégée par les remparts de Compiègne. Nous sommes en 1374 et Charles V rachète des maisons appartenant à l'abbaye Saint-Corneille. Il est détruit et commande la construction d'une nouvelle résidence. 4 ans plus tard, le château est habitable, ce qui peut laisser deviner un bâtiment assez petit. On ignore sa forme primitive, mais on peut penser que la chapelle, essentielle pour le roi, devait certainement être déjà présente. De même que le bâtiment attenant au vu de l'importante épaisseur de ses murs. Le tout pouvant former un grand manoir qui aurait été augmenté au fur et à mesure des occupations. Fait étonnant, la grosse tour du roi, tour maîtresse du 3e château de Compiègne, est aussi le premier donjon circulaire de France. Sa forme a inspiré Philippe Auguste, qui l'a copié dans les châteaux qu'il a ensuite fait construire, dont le Louvre à Paris. Les textes et plans anciens mentionnent d'ailleurs la nouvelle résidence compiègnoise comme étant le Louvre de Charles V. Donjon rond à Compiègne, donjon rond au Louvre, le Louvre à Compiègne. Ainsi, la boucle est bouclée. Avançons de 150 ans pour découvrir le château cette fois sous la Renaissance. À cette époque, l'hôtel de ville vient d'être construit et du son de leurs cloches, les Picantins rythment déjà la vie compiègnoise.
Saint-Corneille et Saint-Antoine sont en cours de restauration. La ville tout entière achève de se remettre du siège de 1430, celui qui a mené à la capture de Jeanne d'Arc un siècle plus tôt. Revenons à la Renaissance. François Ier veut éblouir la cour et l'Europe entière, avec, entre autres, ses châteaux de Fontainebleau et Chambord. Pourtant, il ne délaisse pas Compiègne. La demeure royale s'offre ainsi une nouvelle jeunesse. Nous sommes dans les années 1530. Le roi est accaparé par les travaux de Villers-Cotterêts, mais il modernise tout de même l'entrée de son château compiègnois avec un encadrement de 2 tourelles en encorbellement. Son chef des armées, le connétable Anne de Montmorency, fait édifier ses appartements juste à côté. Ce haut bâtiment devient donc la connétablie. Ce nouvel ensemble est relié au vieux château par une galerie aérienne. Une tourelle, avec un escalier, dessert à la fois la connétablie, la chapelle et la salle des gardes. Le roi est un grand sportif, et dans le prolongement aménage une salle de jeu de paume qui est un véritable sport national depuis le XIVe siècle. Cet ancêtre du tennis est pratiqué par toutes les classes sociales, depuis la noblesse qui y joue avec un battoir puis une raquette, jusqu'au peuple qui joue le plus souvent à main nue ou avec un gant de cuir. D'où l'expression qui est parvenue jusqu'à nous, jeu de main, jeu de vilain. Au milieu du XVIe siècle, sous Henri II, on trouve à l'extrémité du jardin du roi la plateforme militaire de la Porte-Chapelle qui est reconstruite afin de maçonner un tunnel de 56 mètres de long. Gardant son aspect médiéval en entrant dans la ville, en ressortant, elle présente une façade monumentale. En haut, 3 symboles y sont sculptés. Au centre, les armes de France, à gauche, celle du connétable Anne de Montmorency, et à droite, celle de Compiègne. Au sommet de la plateforme, sur une butte, on installe un moulin à vent. Un autre est situé à la pointe du rempart sur le bord de l'Oise. La stratégie défensive des villes évolue à cause des progrès de l'artillerie, et de nouvelles structures émergent dans la plaine, les demi-lunes. Compiègne en possède 7 à partir des années 1550, alignées le long du rempart, et l'une d'entre elles est ouvragée en avant du château. Son rôle est de subir les assauts des boulets de canon et protéger le plus longtemps possible le rempart. Le château est seulement à quelques mètres derrière, c'est un point stratégique très vulnérable. De nos jours, la demi-lune du château est cachée, retournée à la terre, exactement à l'emplacement de la rampe qui mène à la terrasse. À Versailles, je suis logé en roi, à Fontainebleau en prince et à Compiègne en paysan. Cette citation peu flatteuse est du roi Soleil, Louis XIV, qui est venu depuis la période de la Fronde 75 fois dans la ville, réputée la plus fidèle au roi et au royaume. Mais replaçons sa réaction dans son juste contexte. Bien que le château soit trop petit pour lui, Louis XIV s'y déplace le plus souvent avec la cour et ses ministres. Ainsi, la difficulté pour loger tout ce monde est grande, et il n'est d'autre recours que de louer ou réquisitionner des logements chez l'habitant. Ce qui n'est pas sans causer des troubles. Et les membres de la cour les plus aisés, constatant l'amour du roi pour Compiègne, investissent dans des pieds-à-terre. C'est le cas par exemple du Grand Condé, cousin du roi, qui achète une propriété connue sous le nom de l'Hôtel du Grand Maître de France. En 1662, Louis XIV commande une nouvelle extension au château. Il essaie d'agrandir ses appartements, mais rien n'y fait, la demeure royale de Compiègne reste trop petite pour la cour du roi Soleil, qui concentre ses grands travaux à Versailles. Le jardin où nous sommes est l'actuelle petite cour de la chapelle. Les appartements du roi sont juste derrière. En septembre 1715, sur son lit de mort, Louis XIV conseille son arrière-petit-fils, le prochain Louis XV. « Mon enfant, vous allez devenir un grand roi. Ne m'imitez pas dans l'amour que j'ai eu pour la guerre et les bâtiments. » Conseil que le nouveau roi aura soin d'ignorer tout au long de son règne. Car à Compiègne, Louis XV est à considérer incontestablement comme un des grands bâtisseurs de la ville.
On lui doit notamment la multiplication des routes forestières, la démilitarisation des remparts et leur ouverture à plusieurs endroits, comme au niveau de la porte Notre-Dame, qui a permis la construction du Pont-Neuf. Non, pas celui-là, l'autre Pont-Neuf, le Pont-Neuf de Louis XV, le pont Louis XV en somme, enfin sur l'Oise. Voilà. On lui doit surtout la reconstruction du château et de l'ensemble du domaine royal. Car pendant 30 ans, de 1698 à 1728, le château est resté à l'abandon. Louis XV décide alors de le rénover et confie son agrandissement à Robert de Cotte, puis à Jacques V Gabriel. La question est de savoir s'il est préférable de construire en se développant sur la ville, à l'intérieur des remparts, ou sur la plaine, à l'extérieur. Le rempart avec son fossé et les propriétés privées sont deux obstacles majeurs avec lesquels il va falloir composer. Dans tous ces déplacements, le roi de France est protégé par la garde suisse et la garde française. Jusqu'à présent, ces soldats étaient logés au rez-de-chaussée de la chapelle pour les premiers et dans l'aile attenante pour les seconds. En 1727, deux longs bâtiments sont construits à l'emplacement du jeu d'arbalète. Les arbres qui servaient jusque-là à délimiter l'axe de tir sont devenus un semblant de jardin. La première mesure importante est le déclassement des remparts, rendu pratiquement inutile par l'éloignement de la frontière. Le chemin de ronde depuis la porte-chapelle est transformé en promenade arborée jusqu'au surplomb de l'Oise. Quant aux moulins, ils ont déjà disparu depuis un moment. Le roi se déplaçant avec son conseil à Versailles, Fontainebleau et Compiègne, il doit pouvoir loger ses ministres. Le luxe de la cour de Louis XV ne permet plus de loger chez l'habitant ou dans d'étroits appartements. Il faut donc bâtir spécialement pour les ministres. Dès 1736, une quarantaine de maisons est rasée pour être remplacée par d'imposantes demeures en pierre de taille, comprenant des bâtiments agencés autour d'une cour et disposant d'écuries, de remises et d'un petit jardin. Mais pour le château et son évolution, le roi n'a pas encore d'idée précise, et il va regretter rapidement ses premiers travaux. En moins de 4 siècles, la résidence royale de Compiègne a donc connu une grande transformation, au point de ne plus pouvoir reconnaître la création initiale de Charles V. Jusqu'à Louis XIV, presque tous les rois ont y laissé un souvenir ou une empreinte. Mais Louis XV va tout reléguer aux oubliettes. Les vestiges du Moyen Âge, comme ceux de la Renaissance, vont laisser place aux plus grands châteaux néoclassiques de France.